Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce 17e épisode de notre podcast Tranche de couple. 17e épisode déjà. Ah oui, le temps passe, hein. Ça veut dire 17 x 2, 34 semaines. Ça fait 34 semaines qu'on a commencé notre premier podcast. Ça paraît loin. En même temps, le début du confinement, c'était il y a 7 semaines. Ouais, ça paraît loin. Eh oui. Eh ouais. Bon, bienvenue encore une fois dans ce nouvel épisode enregistré par un jour de grand beau temps en Belgique. Vous me direz, c'est pas si rare que ça, finalement, on en profite bien en ce moment. Voilà, c'est un épisode sans titre. Ne vous attendez pas à quelque chose de très original, même si en soi, c'est une forme d'originalité de ne pas avoir de titre pour cet épisode. Ah là là, on dirait un petit peu, je sais pas, l'art contemporain. Oui, c'est ça. On se croirait devant un monochrome blanc. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Guillaume ? Enfin, ces 2 dernières semaines, en réalité. Il s'est passé pas mal de choses. Peut-être comme la semaine dernière, on va pas tellement tourner autour de ce qui concerne le coronavirus. On va aller dans des choses qui sont liées, mais pas forcément directement. On va parler chute des prix du pétrole, on va parler plan de relance européen et on va parler Happy Birthday to the Queen, the one and only. Alors, le pétrole, du coup, il continue à baisser ? Alors le pétrole, on en a parlé au dernier épisode déjà, où c'était déjà pas brillant, et l'OPEP avait mis en place un système blindé qui devait permettre un rebond des prix monstrueux. Le résultat, c'est que la semaine dernière, le prix du baril de pétrole de 125 litres, je crois, américain en tout cas, est passé à la modique somme de moins $37. Oui, non, je n'ai pas dit $37. On parle bien de moins $37. Comment c'est possible de passer sous la barre des 0$? Tout simplement parce que le pétrole, comme tous les autres biens, est lié à la loi de l'offre et la demande. S'il y a de l'offre, c'est 159 litres le baril. S'il y a de l'offre, plus il y a d'offres de pétrole sur le marché. S'il n'y a pas de demande, ça veut dire que les entreprises qui le produisent sont obligées de stocker. Et quand il n'y a plus de place pour stocker, les gens n'ont plus aucun intérêt à acheter du pétrole. Encore moins même pour le stocker. Et donc, quand il n'y a plus de demande... Donc concrètement, on te paye $37 le baril pour pouvoir stocker du pétrole. Ce que toi, tu n'es pas capable de stocker. Voilà, c'est ça, c'est intéressant. Alors, ça n'a pas duré très longtemps. Ça, c'était lundi dernier. Le mardi, les prix sont revenus à des au-dessus de 0 en tout cas. On est toujours entre 0 et 10 depuis quelques jours. Mais ça prouve que la crise a un impact... qu'on pourrait résumer en citant le meilleur d'entre nous, Donald Trump, qui disait que la crise, à cause de la crise, les gens ne sortent plus dans leur voiture. Donc ils ne consomment plus de pétrole. C'est un tantinet réducteur. En même temps, c'est pas complètement faux. Effectivement, les gens ne sortent plus, ne vont plus au supermarché, ne vont plus en balade, ne vont plus en vacances. Du coup, il n'y a plus personne pour acheter du pétrole. Les entreprises fonctionnent, pour celles qui fonctionnent, au ralenti. Alors même s'il y a effectivement toujours une certaine demande en termes de de camions qui circulent ou de bateaux, ça ne suffit pas à compenser le fait que... Le trafic aérien a chuté aussi. Et le trafic aérien, ça a été réduit à peau de chagrin. Voilà. Donc c'était la petite histoire du baril de pétrole. Alors là, on parle ici du baril de pétrole américain. Il faut savoir qu'il y a une spécificité, puisque les États-Unis sont le plus gros producteur de pétrole mondial, sauf qu'ils n'exportent pas leur pétrole, ils l'utilisent exclusivement quasiment pour leur marché intérieur. Cela dit, le pétrole mondial se porte pas beaucoup mieux, puisque même les cours du pétrole en Asie tournent entre 0 et $10 pour ce fameux baril de 159 litres. Imaginez 159 litres, ce que ça fait. C'est pas comme si quand vous payez votre litre d'essence ou 1,50 €, vous êtes sûr. Sachant que c'est du brut. C'est du brut. C'est du brut. Donc il doit encore être raffiné. Donc dans tous les cas, même un pétrole brut acheté extrêmement bas, il y a encore toute la transformation qui doit être effectuée. Et donc, c'est pas demain qu'on aura un prix du pétrole à la pompe qui vaudra 20 centimes d'euros, notamment parce que je sais pas la proportion, mais je crois que plus de 50% du prix à la pompe, c'est les taxes.
Voilà. Et il faut dire aussi que du coup, ça fera on se réjouit toujours en tant que consommateur de la baisse des prix du carburant, mais derrière, ça fait aussi une baisse de rentrée de taxes pour l'État qui va devoir trouver de l'argent ailleurs. Alors en ce moment, on a été très créatif pour trouver de l'argent, mais à un moment donné, ça aura aussi d'autres impacts qui, je l'espère, ne seront pas répercutés trop fort sur le consommateur lambda. Excellente transition, Guillaume, pour le deuxième sujet de cette actu. Le plan de relance européen. Alors où est-ce qu'on en est ? Bon, on le sait, c'est pas simple entre les pays du sud de l'Europe et les pays du nord. Ça n'est pas la lune de miel. L'approche, la perspective sur le fait qu'on puisse mettre en commun des dettes ou emprunter ensemble, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Donc le dernier développement, c'était le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, jeudi dernier, où il n'y a pas eu de résultat immédiat, mais je crois qu'on avance progressivement dans la bonne direction parce que même si les grands paramètres qui ont été agréés sont très génériques et doivent être affinés, au moins il y a quand même une conscience que la situation est extrêmement grave. Et même pour un pays comme l'Allemagne, finalement, qui s'en sortira probablement plutôt bien parce que elle était moins affectée que d'autres pays par la crise, peut-être, on verra. Son industrie a continué à tourner en partie. En réalité, le marché intérieur, le marché commun, c'est-à-dire le commerce qui est fait au sein de l'Union européenne, va probablement augmenter en part relative dans le commerce de post-Covid, dans un premier temps parce que, on va dire, les frontières sont fermées. Voilà, les frontières sont fermées. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui font que probablement que le commerce intra-communautaire va prendre une part plus importante. Christine Lagarde, à l'occasion de ce sommet, a quand même alerté les chefs d'État de gouvernement qu'on pourrait avoir une chute du PIB jusqu'à 15%, moins 15% de PIB au sein de l'Union européenne, ce qui représente quand même c'est énorme, on n'a jamais connu ça. On tablait sur le FMI tablait sur moins 8, je crois, pour la France, c'est pas une décroissance, c'est oui. Bah si, c'est une décroissance. Une décroissance de moins 8% l'année prochaine. Voilà, donc... pour cette année, pour 2020. Bien sûr, ça va affecter les pays de manière différente en fonction, et on verra, et ce sera sans doute difficile de mesurer l'impact de la crise tant qu'on n'aura pas vu la relance de l'économie pour voir qu'est-ce qui repart et qu'est-ce qui repart pas. Et quels sont les flux de commerce qui sont affectés. Comme on a arrêté une chaîne, ça veut dire aussi qu'il va falloir relancer aussi les chaînes d'approvisionnement avant de pouvoir produire et pouvoir vendre. Et ensuite, forcément, les consommateurs et les entreprises qui eux-mêmes ont du mal à avoir de la trésorerie, peut-être vont moins acheter. Donc, c'est une grande inconnue, ça, de savoir quel va être le comportement des consommateurs quand le déconfinement sera en partie entamé, en tout cas, savoir si les gens vont recommencer à consommer ou pas, comment ils ont été impactés, qu'est-ce que ça aura changé. Tiens, ça pourrait faire un bon sujet pour un prochain épisode. Qu'est-ce qui pourrait changer dans les mois qui viennent avec cette crise ? On en reparlera. Alors, peut-être pour terminer ce point, ce qu'on a un peu ressenti, c'est quand même qu'il y a un consensus maintenant au niveau des dirigeants des pays de l'Union européenne sur la nécessité d'une réponse collective, d'une réponse forte, et qui soit décidée relativement rapidement parce qu'on y viendra. La perspective d'un retour progressif vers quelque chose de moins confiné se dessine. Et donc, c'est là où la Commission européenne va jouer un rôle parce que finalement, en l'absence de propositions, unanimement agréées par les États, finalement, ils ont confié à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, la tâche de préciser un petit peu ce plan de relance qui pourrait être en partie financé par des ressources, des emprunts propres à la Commission européenne, ce qui serait quelque chose de nouveau. Et pour donner un ordre de grandeur, Ursula von der Leyen
à parler de trillions, c'est-à-dire de milliers de milliards d'euros. Ça fait beaucoup de zéros. Voilà. On vous mettra les nombres de zéros sur Twitter, parce que moi, je suis incapable de me représenter ce chiffre. Et il faut quand même espérer, parce que cette commission avait un agenda très fort en matière de transition écologique, que tout cet effort financier puisse ne pas se faire au détriment de ces objectifs durables, mais bien aussi pour conforter cette évolution, cette transition, ce qu'on appelle ici à Bruxelles le Green Deal. Et oui, on ne pouvait pas faire l'impasse sur l'anniversaire de la reine Elisabeth, de la reine d'Angleterre, qui a eu 94 ans le 21 avril dernier, et donc c'était dans nos 2 semaines. Mais c'est son vrai anniversaire ou comment ça se passe ? Oui, alors en fait, c'est vrai Guillaume, la tradition veut que la monarque célèbre 2 fois son anniversaire. Alors, en réalité, c'est effectivement son vrai anniversaire, le 21 avril, c'est le jour de sa naissance. Et c'est un premier anniversaire qui est plutôt célébré dans la sphère privée, même si habituellement, il y a des coups de canon qui lui sont donnés pour lui rendre hommage. Et cette année, Elisabeth a dit que bon, il valait mieux ne pas faire trop se faire remarquer. Voilà, trop se faire remarquer. Donc, il n'y a pas eu de coup de canon. Donc visiblement, elle a fait quelques visios avec ses petits-enfants, y compris avec... Bon, elle s'est mis à WhatsApp, elle aussi. Voilà. Donc elle aussi a fait des confines apéro. Big up à mes grands-parents qui se sont mis à WhatsApp. Oh, on n'a pas encore fait le confine apéro avec eux. 89 et 90 ans, 90 ans, ils se sont mis au WhatsApp et au confine apéro. Non, pas au confine apéro. À l'anniversaire souhaité en vidéo. À l'anniversaire vidéo. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième anniversaire ? En fait, il y a une tradition britannique vieille de 250 ans qui fait que les monarques anglais ont 2 anniversaires depuis 1740. Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est l'ancêtre de la reine Elisabeth II, George II, qui avait décidé d'organiser son anniversaire en juin, plutôt que le jour de sa naissance, qui était le 6 novembre, parce que la météo n'était pas très clémente. Et donc... on parle de la météo du Royaume-Uni. Le deuxième samedi de juin, il y a une parade militaire qu'on appelle Trooping the Colour, connue aussi sous le nom de The Queen's Birthday Parade. Et donc, cette année encore, selon les modalités qui seront permises, la reine d'Angleterre fêtera son 2e anniversaire annuel. Voilà pour notre rubrique Actu. Sans transition, on passe à la rubrique Vie de couple. Merci pour cette petite explication historique sur les anniversaires de la reine Elisabeth II. Il y en a qui savent en profiter, 2 fois plus dit. Et on va passer à notre rubrique Vie de couple. Notre vie de couple se résume beaucoup à notre maison. On a de la chance d'avoir une maison assez grande, mais on commence à bien la connaître. Petit coin, chaque recoin, chaque plainte, chaque ampoule. Encore ce matin, Max a été suspendu en haut d'un escabeau de 2 mètres de haut à essayer d'accrocher à un crochet Enfin, de fixer un crochet, un luminaire, pour accrocher le luminaire. Mais tout s'est très bien passé. Le luminaire est suspendu. On ne risque plus de le prendre sur la tête en regardant notre série du soir. D'ailleurs, en parlant de série... Oui, alors... Effectivement, Guillaume, depuis quelques jours, on s'est lancé dans une nouvelle série, Desperate Housewives. Une nouvelle. Oui, une vieille série, mais que moi, j'avais jamais vue. Alors, visiblement, toi, tu l'avais vue à l'époque. Et ça n'a pas perdu de son mordant. Et on a eu de la chance. Notre ancienne voisine... avait les 4 premières saisons, et donc voilà, les DVD, ça a quand même cet avantage, c'est que ça permet de regarder les séries qui, malheureusement, cette série-là n'est pas disponible sur les catalogues en ligne Amazon Prime ou Netflix ici en Belgique. Voilà, Wisteria Lane s'installe chez nous maintenant régulièrement le soir. Bientôt plus de secrets pour nous, même si visiblement il y a quand même beaucoup de secrets. Encore de quoi faire. On n'est pas au bout de nos surprises. Flashback sur la rubrique Petits Travaux, du coup, parce qu'on a quand même fait d'autres choses aussi. Max, tu veux nous en parler ? Eh oui. Alors Guillaume avait flashé sur une petite étagère. Alors je sais pas si c'est une étagère, c'est 2 planches de bois avec une jolie des jolis rectangles de métal pour les accrocher, un style un peu industriel épuré que je trouvais très sympathique dans notre cuisine. Et voilà. Et donc, ça a été un petit peu épique cet épisode.
parce que en voulant fixer les chevilles, donc en faisant les trous et pour pouvoir fixer cette étagère, un soir, après une longue journée de travail, on est tombé sur un os parce que la mèche de la perceuse a ripé sur probablement un coin de brique. Et du coup, on avait un trou énorme. Voilà, alors... Oh, t'exagères, il était un peu plus gros que ce que... il faisait juste le double. Il faisait le double. C'est pas comme si on avait quoi. un trou d'obus dans le mur de la cuisine, quoi. Non, c'est vrai. Alors bon, du coup, on a dû faire un petit peu de bricolage. Mais comme maintenant, on commence à s'y connaître un petit peu plus, on a mis un petit peu un petit bouche-trou. Un petit bouche-trou avec une cheville. Guillaume nous a mis un petit coup de peinture pour pas que ça se voit trop. Pof, pof, et pif, puis, pof, 2 jours après... ce matin, on a pu fixer cette belle étagère. Alors, on vous mettra une photo sur Twitter parce que je trouve que ça rend vachement bien avec notre mur bleu canard. Absolument. Voilà, et il faut dire que le bricolage a été sans doute connu un petit pic cette semaine en Belgique, puisque les magasins de bricolage étaient fermés depuis déjà plusieurs semaines. Pampelop, et ils ont rouvert il y a une semaine tout pile, ça y est. Voilà. Alors, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que tout le monde a pu faire du bricolage cette semaine, parce qu'il y avait des des queues très longues. Ici, on appelle ça des fils, hein. Désolé. Des queues très longues devant les magasins. Et moi-même, hier, pour aller acheter quelques outils, j'ai fait probablement autour de 40 minutes de queue quand même pour pouvoir rentrer dans le... Qu'il est courageux, Joupi. Bon, mais donc voilà, ça c'était un peu la séquence bricolage. Côté aménagement, je crois qu'on a plutôt bien avancé. Parce qu'on a reçu un certain nombre de meubles qu'on avait commandés. On a maintenant un beau buffet, un beau meuble pour la télé. On a aussi un banc dans l'entrée pour pouvoir se déchausser quand on arrive. Enfin, ça, ce sera pour l'après-Covid, parce que pour l'instant, Max ne veut pas qu'on se déchausse dans l'entrée. Il faut qu'on se déchausse directement devant la porte. Exactement. Ne risquons pas les choses. Soyons un petit peu méticuleux. Prudent. Voilà, prudent. On a quand même réussi à revendre tous les autres meubles qui ont été remplacés par ces nouveaux meubles. Et il faut dire que si, juste avant de déménager, il n'y avait pas forcément full, le fait que les magasins d'aménagement étaient fermés pendant si longtemps, ils sont toujours fermés d'ailleurs, on a eu un regain d'intérêt pour nos meubles Ikea, nos dressings, les différentes choses qu'on avait à vendre. Tout est parti, c'est vraiment très étonnant. Et on attend quand même encore une table basse qui, bien que commandée il y a plus de 3 mois, visiblement... Ouais, je précise quand même qu'elle a été commandée mi-janvier. Ouais. Je sais pas. Déjà, elle a mis du temps à arriver en conteneur, puis pas de chance, le conteneur est arrivé pile poil au moment du confinement. Et puis là, pas de chance, apparemment, il n'y a pas de c'est compliqué entre la France et la Belgique. Bon, ce qui est un peu compliqué, je pense. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a reçu quand même d'autres meubles qui venaient de France, mais bon. Passons. Et sinon, comment est-ce qu'on s'occupe ? On a déjà parlé des séries. Alors, un autre moyen qui est assez sympa, je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais de plus en plus, les gens font des jeux à distance. C'est-à-dire, le principe, c'est qu'en gros, vous allumez une connexion Skype, et puis en parallèle, vous jouez à une partie en réseau sur Internet, sur votre téléphone ou sur votre iPad, avec des jeux qui le permettent. Donc, par exemple, la semaine dernière, on a fait une partie de Cluedo avec un ami qui est William, qui est au centre-ville de Bruxelles. Et on a aussi fait une partie... On a un confinement très sérieux. Ouais, ça c'est vrai. C'était quoi le deuxième jeu auquel on a joué, Guillaume ? On a joué à Cluedo et avant, on avait joué à Ticket to Ride. Ah ouais, les petits trains, les wagons, là. Voilà, bref, c'est les petites choses qu'on peut faire et qui peuvent être sympas aussi pour passer un bon moment ensemble. Même si, les jeux de société physiques, y a pas de... Ça reste mieux, hein. Rubrique suivante, l'être français en Belgique, la Belgique, Belgitude, rubrique Magritte, ceci n'est pas une pipe. Aujourd'hui, on va parler d'une grande nouvelle. Alors, il y a une tradition en Belgique qui est celle depuis le début de cette crise, qui est d'ailleurs fait l'objet de certaines
certaines critiques. Alors en Belgique, c'est pas la même façon de critiquer qu'en France. C'est un poil plus feutré, c'est souvent assez orienté en termes de communauté d'origine des critiques. C'est l'une qui critique l'autre. Ou le gouvernement fédéral, l'opposition qui critique le gouvernement fédéral. Bref, c'est une autre façon de critiquer. Les conférences de presse qui ont lieu après les réunions du Conseil de sécurité. Puisque ce Conseil de sécurité a commencé à 15h hier après-midi, mais que la conférence de presse n'a pu débuter officiellement qu'à 22h hier soir. C'est pas la première fois, c'est souvent le cas en fait. Déjà la toute première, je me souviens, la semaine avant le confinement, on avait attendu avec impatience les mesures qui sont finies par arriver à 22h30. Alors on l'imagine, un cauchemar pour les journaux qui doivent boucler. Je voyais ce matin passer des tweets de journalistes du Soir et de La Libre notamment qui disaient que le gouvernement ne leur avait pas rendu la tâche tellement facile, mais qu'ils étaient très fiers de leurs équipes. Et j'imagine effectivement qu'ils ont beaucoup travaillé du coup quelque part entre 11h et minuit et demi, parce que pour que les journaux arrivent à temps dans les rotatives, j'imagine qu'il faut s'y prendre assez tôt, même en période de crise. Et donc, cette fameuse conférence de presse qui a eu lieu à l'issue du Conseil de sécurité hier a amené à dresser les premières pistes de déconfinement en Belgique. C'est un déconfinement qui aura lieu au moins en 3 étapes et demie. Une sous-étape le 4 mai, c'est la réouverture des merceries. Alors pourquoi la réouverture des merceries le 4 mai ? C'est pour que les gens puissent se procurer les accessoires, le matériau nécessaire pour fabriquer, ceux qui le peuvent en tout cas, fabriquer des masques. La Belgique s'est engagée, comme d'autres pays, à fournir des masques, mais évidemment, pour l'instant, c'est difficile de s'engager sur quand, comment. Donc, il compte aussi sur les bonnes volontés collectives. D'ailleurs, j'en profite pour faire un big up aussi à Lamia, notre ancienne voisine, qui est toujours une voisine en termes géographiques, mais plus dans le même immeuble, qui s'est lancée dans la confection de masques au début pour elle, et puis qui se retrouve à avoir un carnet de commandes d'une quinzaine de masques. Elle m'en a fait un. Il y a celui de Max qui va arriver assez vite. Voilà, c'est dire que le pays compte aussi sur la débrouillardise individuelle pour arriver à ces masques. La grande première date de ce déconfinement, c'est le 11 mai. Puisque le 11 mai, c'est la réouverture sans distinction, donc c'est une différence par rapport à d'autres pays de tous les magasins, à condition évidemment qu'il y ait un respect des gestes barrières, et notamment les distances, pas plus de X personnes au mètre carré en fonction des magasins. Je crois que c'était une personne par 20 mètres carrés ou quelque chose comme ça, enfin bref, ça dépend aussi peut-être du type de magasin, mais donc tout le monde rouvre, sauf les coiffeurs, qui eux rouvrent la deuxième étape de déconfinement, 18 mai, réouverture des coiffeurs, réouverture d'une grande partie des écoles. Encore une fois, il y a des mesures comme en France qui vont être prises et qui vont être étudiées sur comment faire en sorte que ça se passe au mieux. Mais voilà, on avait ici deux écoles. Max, tu veux peut-être nous parler de l'école flamande de réouverture ou de l'école wallonne, le 15 mai ou le 18 mai? Et oui, parce que le gouvernement flamand souhaitait rouvrir les écoles en fait le vendredi 15 mai, alors que le gouvernement wallon était parti sur le lundi 18 mai. Et en fait, la logique du gouvernement flamand, c'était en gros d'avoir une journée pour tester un petit peu les conditions particulières de réouverture des écoles et pouvoir ajuster éventuellement durant le week-end ce qui était nécessaire. Mais du coup, Guillaume... Du coup, finalement, tout le monde réouvre le 18. Moi, j'aimais bien l'idée d'avoir le week-end pour réfléchir. Mais bon, voilà, c'est les décisions. On ne conteste pas les décisions qui sont prises une fois qu'elles sont prises. C'est trop facile. Et puis, donc, dernière étape de ce déconfinement, début juin. Pour l'instant, on parle du 5 juin, mais c'est une date toujours entre guillemets. Et toutes les mesures, de toute façon, qui sont annoncées aujourd'hui, peuvent être révisées en fonction de l'évolution de l'épidémie, comment les choses se passent et avancent. Et donc, cette dernière mesure, ce sera la réouverture, évidemment, des restaurants et des bars. Dernière phase, troisième phase, pardon. Qui est suspendue à l'évolution, elle aussi, de l'épidémie, j'imagine, pas mal de réflexions sur comment respecter les mesures barrières. On parle mesures barrières, bars. Moi, personnellement, je vois pas. Là, je cherche. C'est un peu, ça me fait un peu mal, mais c'est un peu comme mesures barrières et salles de spectacle. Pour l'instant, je sèche un peu sur le sujet. J'imagine qu'il y a des gens qui se penchent dessus. Il y a des solutions. Il y a sûrement
des choses à faire, notamment pour tout ce qui est de l'extérieur. On a la chance d'arriver l'été, et donc il y a plein de choses qui pourront être... plein de terrasses qui pourront être ouvertes en extérieur pour aider un peu aussi. Mais voilà. Et puis, j'oubliais une petite chose, c'est qu'à partir du 18 mai, en théorie, on devrait peut-être, éventuellement, potentiellement, pouvoir faire des réunions privées chez soi. Donc, à nouveau, peut-être une vie sociale limitée, mais néanmoins un renouveau de la vie sociale. Surtout réelle, puisqu'on n'a pas manqué de vie sociale, mais c'était très virtuel. C'est vrai. Max, comme j'ai beaucoup parlé et que les gens doivent se lasser un peu, est-ce que tu veux faire ta rubrique tech maintenant ? Alors Max, ça y est, t'es un maker. Et oui, on vous en a parlé la dernière fois. Je vous avais dit que j'avais commandé une imprimante 3D. Il est au taquet, un truc de malade. Et voilà, donc cette imprimante 3D, je l'ai reçue il y a une semaine et demie environ. Et puis, voilà, j'ai découvert, monté. Voilà, c'est assez rapide. Ça prend quand même 1h30 à 2h quand même pour monter l'imprimante. Et ensuite, j'ai commencé à imprimer quelques petites choses. Alors, je tiens dans mes mains un petit chien imprimé en 3D, qui est première chose que j'ai imprimée. Voilà, on vous fera une petite photo si vous voulez avec Guillaume et mon petit chien. Voilà, c'est donc le principe de l'imprimante 3D. Je sais pas si je crois pas que je vous en avais parlé la dernière fois. L'idée, c'est que vous avez une bobine de filament que vous achetez bien sûr, qui est produit d'ailleurs pour une bonne partie, en tout cas le filament que j'utilise, le PLA, acide polylactique. Il est issu de matières premières renouvelables et naturelles, telles que le maïs. Et donc, le principe, c'est que ce filament en bobine est chauffé à 200 degrés ou 210 degrés. Et à ce moment-là, il fond et il peut être étalé comme une imprimante classique. Sauf qu'au lieu d'étaler de l'encre, ça étale du plastique fondu. Voilà, donc en une demi-semaine, j'avais fabriqué et j'ai pu livrer le premier vendredi après Pâques 25 supports de visière pour les soignants. Et j'ai livré cette semaine. Qu'il avait beaucoup travaillé sur ces 25 visières. Mais... Et j'ai livré cette semaine 60 supports de visière. Oh yeah. Vendredi dernier. Donc voilà, c'était la production d'une semaine. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, pareil, on mettra aussi en photo la chasse hebdomadaire de Max. Voilà, et puis je pourrais mettre peut-être une petite vidéo aussi pour vous montrer à quoi ça ressemble, l'impression 3D et comment concrètement ça se fait. Le principe, c'est qu'on utilise un fichier qui a été créé par d'autres et ensuite on le met dans l'imprimante une fois avec une configuration et puis ça imprime. Donc pour moi, l'imprimante imprime deux supports de visière en à peu près 1h40. Voilà. Et donc, en parallèle de ma semaine de travail un peu chargée, je faisais des petites pauses régulièrement pour pouvoir enlever les visières et lancer de nouvelles impressions. Alors, je voudrais aussi rendre hommage au Fab Lab. Donc, les Fab Labs, c'est des laboratoires de fabrication, Fab Lab, qui existent aussi d'ailleurs en France. Qui sont des endroits où justement les imprimantes 3D, les appareils de découpe laser sont présents et peuvent d'ailleurs être en partie ouverts au public pour s'essayer, faire des réalisations. Et donc l'Université libre de Bruxelles a un Fab Lab qui a structuré la réalisation de ces visières avec un soutien financier d'une fondation, la fondation Michel Kremer, qui permet d'apporter les fonds parce que naturellement les bobines de filaments, mais aussi le plastique, les feuilles plastiques qui servent de visière et les élastiques doivent être fournis et ça a un coût. Et donc je voudrais faire un big up parce que ce Fab Lab arrive à livrer maintenant 6000 visières par semaine, donc principalement grâce aux machines dont il dispose au sein du Fab Lab, mais aussi grâce aux efforts de particuliers. 1% made in Max. Voilà, donc c'était ce dont je voulais vous parler dans la rubrique tech. J'ai aussi
fait quelques supports, quelques petits ustensiles qui permettent de soutenir les masques pour éviter que l'élastique tire un peu trop sur les oreilles. Donc j'ai aussi fait quelques supports de masques On comme vous ça. montrera sur comment ça marche. Et puis, si jamais vous êtes intéressé, faites-nous un petit message, un petit WhatsApp, un petit Twitter, un petit Facebook ou n'importe où vous savez nous trouver pour qu'on vous en envoie un ou deux. Dernière rubrique de ce podcast. Une fois n'est pas coutume, on termine par la rubrique sortie culture. Alors, c'est toujours un peu compliqué. On aurait pu parler ici aussi des jeux en ligne qui finalement font partie d'une forme de culture dématérialisée à l'ère du Covid, mais qui est appréhendé par Guillaume avec intérêt en ces temps de confinement. C'est ça. Et oui, ceux qui ne le connaissent pas, vous pourrez savoir qu'il a quelques jeux vidéo. Là. Ah pardon, excuse-moi, j'ai cru que tu parlais des jeux que tu joues sur ton ordinateur, tu vois, non, les Flight Simulator. Sur mon ordinateur, mais ça fera l'objet d'une autre rubrique à l'occasion. Oui, moi aussi j'ai un côté geek, c'est un peu moins... Non mais forcément, je veux dire, on vit pas ensemble pendant quasiment 10 ans sans partager quand même un certain nombre de choses. Il a attendu quand même, j'ai quand même attendu 10 ans avant de lui présenter Flight Simulator qui a représenté une grande partie de ma vie pendant quelques années avant. Bref, sortie culture, rubrique culture aujourd'hui est sortie. Moi je voudrais revenir sur toutes ces vidéos d'opéra, de ballet, de ces systèmes qu'on a vus mis en ligne, finalement ces éléments mis en ligne par les radios, par des télés, par des institutions culturelles, et sur le fait qu'une grande partie de ces éléments peuvent arriver en ligne grâce au soutien d'entreprises privées. C'est ce qu'on appelle notamment le mécénat de compétences. Le mécénat, en fait, il y a plusieurs types de mécénat. Il y a le mécénat financier, qui est quand une entreprise donne de l'argent pour soutenir l'une ou l'autre cause. Il y a le mécénat matériel, quand une entreprise met à disposition du matériel d'une institution. Par exemple, aujourd'hui, on a un certain nombre d'entreprises pendant la crise qui mettent à disposition des hôpitaux et des services de soins, des matériels qui peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion de la crise. Et puis vous avez enfin le mécénat de compétences, qui est quand des entreprises mettent à disposition les compétences de ses employés, de ses collaborateurs pour une institution. Par exemple, en matière de diffusion en ligne, il y a un certain nombre d'institutions, Comédie Française, Odéon, Opéra Comique ou Château de Versailles Spectacle, qui ont mis en ligne des spectacles gratuitement. Ces spectacles ont été produits avant. Pour filmer un spectacle, il faut des techniciens son, des techniciens vidéo, des monteurs, il faut toute une galaxie de gens qui fonctionnent autour. Ça coûte de l'argent. Et un certain nombre de mécènes prennent en charge ces projets particuliers, parce que c'est des projets qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent donner aussi une forme de visibilité et qui permettent donc de mettre à disposition du grand public des œuvres, notamment en période de crise. Il y a des grandes entreprises, comme notamment Orange, qui met en place, qui aide à la diffusion sur Internet via un mécénat à la fois matériel et de compétences. Et puis, il y a d'autres... ils font aussi du mécénat autour des MOOC, ces cours en ligne qu'on trouve de plus en plus sur l'un ou l'autre sujet. Ils en ont fait notamment avec le Château de Versailles. Il faut savoir que, par exemple, Louvre s'est associé avec la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, la MGEN, pour financer des dossiers documentaires pédagogiques sur l'un ou l'autre chef-d'œuvre de ce musée. Ou alors, vous avez des grands opérateurs comme Samsung, par exemple, qui font plutôt du mécénat aussi pour tout ce qui est diffusion, rediffusion, transmission en ligne, ou sur les applications. Si vous téléchargez les applications de musées, vous verrez qu'il y a souvent un petit logo caché quelque part d'entreprise. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas de la publicité au sens premier du terme, c'est-à-dire payer. C'est une entreprise qui a payé pour pour cette application, ou en tout cas qui a contribué à la mise en place de cette application. Voilà. Et parfois, c'est les fondations de ces entreprises qui financent ces efforts. C'est souvent les fondations. Pour les plus grosses, c'est souvent des fondations, puisque ça permet aussi de mettre en place une gouvernance séparée ou partiellement séparée de l'entreprise et d'éviter des histoires de conflits d'intérêts ou de choses comme ça.
Et ben voilà, on a appris des choses. Merci Guillaume de nous avoir partagé la différence dans les différents types de mécénat. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On voulait vous remercier parce que vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous mettre des commentaires ou une note sur Apple Podcast, par exemple. Ça nous fera plaisir et ça permettra aussi de faire découvrir ce podcast si vous l'aimez bien. Alors n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Et vous pouvez toujours nous envoyer des mails ou nous mettre des messages. Donc les mails sur tranche de couple avec le chiffre 2 @gmail.com et tranche de couple toujours avec le chiffre 2 sur Twitter pour nous dire ce que vous pensez de notre podcast, mais aussi, nous poser des questions ou nous suggérer des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde. Voilà, bonne continuation à toutes et à toutes, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.